La NASA a pour mission d'explorer l'inconnu. On ignore plus de choses qu'on en sait. Ça tient à la nature de l'univers. Avide de réponses, elle envoie des scientifiques dans l'espace et des sondes au-delà de la limite de notre système solaire. Prendre des risques, c'est obligé si on veut faire des découvertes. L'exploration spatiale, c'est comme craquer une allumette. Sans savoir ce qui rôde dans l'ombre. Ça pourrait être n'importe quoi. La mission Apollo rapporte de la Lune quelque chose d'inexplicable. On était sous le choc. C'était un vrai mystère. Combien de découvertes la NASA nous a-t-elle cachées? En cherchant une nouvelle Terre, la NASA tape dans le mille. Quelle autre planète serait susceptible d'abriter des créatures intelligentes? Sans doute Kepler 186f. Et enfin, un programme de satellite secret menace de relancer la guerre froide. Ça aurait pu changer le cours de la guerre froide. On assiste à une vraie guerre de science-fiction. Les différentes missions de la NASA ont révélé des anomalies qui laissent perplexes les plus grands scientifiques. Découvrez les dossiers de la NASA. Les astronautes de la mission Apollo sont revenus sur Terre avec les pierres les plus précieuses de l'histoire. On voulait recueillir les meilleurs échantillons possibles. Mais on était aussi à l'affût de roches inhabituelles, inattendues, inconnues. À la NASA, les résultats d'analyse suggèrent qu'un phénomène a priori impossible s'est produit sur la Lune. On était sous le choc. C'était un vrai mystère. Ce n'était pas seulement lié à la nature des roches, il y avait autre chose. À peine arrivés sur la Lune, les astronautes de la mission Apollo 17 s'attaquent à la longue liste de tâches qu'on leur a assignées. Sur la Lune, chaque minute compte. On a des dizaines d'objectifs à remplir. Croyez-moi, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Ils doivent notamment recueillir des échantillons de roches lunaires pour les géologues. On s'est éloigné de 7 km du module lunaire. On a traversé la vallée de Taurus Littrow, qui, soit dit en passant, était absolument gigantesque. Les spécialistes de la Lune espèrent ainsi lever une partie du mystère qui entoure notre satellite. Lors de la mission Apollo 11, on ne connaissait pas encore son âge, ni son histoire. J'attendais les échantillons avec impatience. La perspective de pouvoir les analyser et de connaître enfin leur composition, j'en rêvais depuis des années. Ces roches constituent une opportunité sans précédent, mais aussi une menace potentielle. Elles auraient pu contenir des bactéries susceptibles de nous infecter. Un virus extraterrestre pourrait déjouer notre système immunitaire et exterminer l'humanité. Pour leur sécurité, les géologues déballent les échantillons dans une enceinte étanche. C'était comme tenir la pierre de Rosette. Ça représentait des milliards d'années d'histoire lunaire. Pendant des mois, plusieurs centaines de chercheurs soumettent les roches à diverses expériences. Très vite, les résultats laissent entendre qu'un phénomène étrange se serait produit sur la Lune. Ils ont découvert que les roches étaient magnétisées. On était sous le choc. Elles ne l'étaient pas assez pour coller sur votre frigo. Mais quand elles se sont formées, le champ magnétique devait être 2 fois plus intense que celui de la Terre aujourd'hui. Avant le programme Apollo, les géologues pensaient que la Lune n'avait jamais eu de champ magnétique. Mais alors, pourquoi les échantillons étaient-ils magnétisés? Ça n'avait aucun sens. Certains ont avancé que ce champ magnétique était d'origine extraterrestre. Mais ça ne tenait pas debout. Sur Terre, le mouvement du magma dans le noyau externe liquide crée un champ magnétique qui aimante les roches en fusion pendant leur phase de refroidissement. Pour certains, les échantillons d'Apollo 17 seraient la preuve qu'il a existé une source magnétique sous la surface lunaire. Ça voudrait dire que la Lune était comme la Terre, constituée d'un noyau métallique agité de mouvements de convection complexes. Un peu comme les bulles qui montent et qui descendent dans une lampe à lave. Mais aucun chercheur ne peut expliquer comment un champ magnétique aussi puissant a bien pu disparaître. Si la Lune avait un champ magnétique, quand s'est-il éteint?
Tout s'est arrêté il y a 3,5 milliards d'années. Jusqu'à présent, toutes les explications avancées relèvent du domaine de la spéculation. Le mystère reste entier. Peut-être que le noyau de la Lune s'est tellement refroidi qu'il s'est cristallisé et solidifié. La Lune a encore tant de choses à nous apprendre, il faut absolument qu'on y retourne. On ne sait pas tout. Plus de 40 ans après les débuts de l'homme dans l'espace, certaines découvertes sont toujours entourées de mystères. Et maintenant que la NASA s'aventure au-delà du système solaire, les défis sont d'autant plus complexes. Malgré les faibles chances de réussite, la recherche des planètes habitables continue de plus belle. C'est comme si on cherchait une luciole à côté d'un projecteur. La récente découverte d'une planète à 500 années-lumière redonne espoir aux scientifiques. De toutes celles qu'on a trouvées jusqu'à présent, c'est de loin la plus fascinante. Baptisée Kepler 186f, elle ressemble étrangement à la Terre. Quelle autre planète serait susceptible d'abriter des créatures intelligentes? Sans doute Kepler 186f. Le télescope spatial Kepler a coûté 500 millions de dollars. En 2009, il a entamé sa recherche de planètes habitables. Alors qu'ils analysent les données collectées par le satellite, les chercheurs repèrent une exoplanète très prometteuse. On venait de recevoir de nouvelles données. On était en train de les décortiquer quand Tom Barclay a débarqué dans notre bureau et nous a dit « Vous avez vu ça ?» C'était exactement ce qu'on cherchait. Une planète de la taille de la Terre, située dans la zone habitable de son étoile. On était fous de joie. La planète est d'une taille comparable à la Terre. Et elle est située à bonne distance de son étoile. Elle se trouve dans la fameuse zone boucle d'or. On l'appelle comme ça parce qu'il n'y fait ni trop chaud ni trop froid. Il peut y avoir de l'eau, elle est à liquide en surface. Pour la planétologue Sarah Seeger, la découverte de Kepler 186f est un rêve devenu réalité. C'était la première fois qu'on découvrait une planète de taille semblable à celle de la Terre située dans la zone habitable de son étoile. Et il y avait de quoi se réjouir. Malgré tous les points communs entre Kepler 186f et la Terre, il existe une différence majeure. Kepler 186f est plutôt une cousine de la Terre. L'étoile autour de laquelle elle orbite n'a rien à voir avec le Soleil. C'est ce qu'on appelle une naine rouge. Elle est 2 fois plus petite que le Soleil, plus rouge et plus froide. Dans la communauté scientifique, les spéculations vont bon train. Cette planète pourrait avoir une atmosphère similaire à la nôtre. Mais à quoi la vie pourrait-elle bien ressembler là-bas? Puisque son étoile émet une lumière rouge, j'imagine que les océans auraient une couleur orangée. Et grâce à la lumière infrarouge, la végétation y serait sans doute luxuriante. Une planète aux océans orangés et aux plantes jaunes, où l'on pourrait même trouver des formes de vie complexes. Je n'espère qu'une chose, c'est que la densité de l'air sur Kepler 186f soit équivalente à celle de l'eau. J'imagine un monde peuplé de créatures passant tout naturellement de l'air à l'eau, un peu comme nos amphibiens. La position de la planète par rapport à son étoile et sa composition en font la candidate idéale pour abriter des formes de vie intelligentes. Elle est sûrement plus ancienne que le Soleil, la Terre et notre civilisation. Ses habitants, s'ils existent, sont peut-être plus évolués que nous. Si Kepler 186f est bel et bien habité, il faudra encore patienter un peu pour la rencontre du troisième type. Elle se trouve à 500 années-lumière, ce qui est peu à l'échelle galactique, mais énorme pour la technologie actuelle. Pour les astronomes, cette cousine de la Terre offre une alternative prometteuse à la planète bleue, si nous devions un jour la quitter. Beaucoup d'entre nous espèrent qu'un jour, nos descendants trouveront le moyen d'aller sur d'autres planètes orbitant autour d'une autre étoile. Mais il faudrait qu'elle soit assez proche. À suivre, un projet secret de la NASA met au jour un phénomène troublant. Ça aurait pu changer le cours de la guerre froide. Et si c'était le début de la fin? En pleine période de guerre froide, un satellite de la NASA détecte un signal inquiétant dans l'atmosphère terrestre. C'était certainement une bombe atomique. Ça aurait pu changer le cours de la guerre froide. Serait-ce une attaque surprise? Tout au long de la guerre froide, les chercheurs et ingénieurs de la NASA sont en première ligne.
la course à l'espace fait les gros titres depuis plus de 10 ans. Mais l'agence spatiale aide également l'armée américaine dans le plus grand secret. En août 1963, les chefs d'État des grandes puissances mondiales se réunissent pour ratifier le traité d'interdiction partielle des essais nucléaires. Après la crise des missiles de Cuba en 62, les deux blocs ont compris qu'ils avaient failli aller trop loin et commettre l'irréparable. Kennedy et Khrouchtchev signent tous deux le traité, mais ne se font toujours pas confiance. Le traité interdit tous les essais nucléaires dans l'atmosphère. Malgré la ratification du traité, aucune des deux parties ne savait ce que manigançait l'autre. Il régnait un climat de peur et de soupçon. La NASA permet le lancement des satellites espions Vela 1 à 12 visant à surveiller l'application du traité. Ces satellites de reconnaissance étaient équipés d'instruments de pointe capables de détecter les rayons X, les rayons gamma et les neutrons, mais aussi les flashs lumineux caractéristiques d'une explosion nucléaire. 16 ans après le lancement du premier satellite, le programme Vela touche bientôt à sa fin. Mais les militaires de la base aérienne Patrick, en Floride, continuent de surveiller les écrans. Un jour, le satellite Vela 6911 détecte une activité inquiétante. C'était un double éclair lumineux. C'est la signature typique d'une explosion nucléaire. Peu de gens le savent, mais une bombe nucléaire explose 2 fois. C'est ce flash caractéristique que le satellite a repéré. Les techniciens pensent tout de suite à un essai nucléaire, mais le choix du site les laisse perplexes. Les flashs ont été détectés au-dessus de l'océan Atlantique Sud. Aucune explosion nucléaire n'était censée avoir lieu là-bas. Quand on pense essai nucléaire, beaucoup d'endroits viennent à l'esprit. Mais entre l'Afrique et l'Antarctique, ça ne tenait pas la route. Cette explosion présumée sème la panique à la Maison-Blanche. Quelqu'un aurait-il enfreint le traité d'interdiction des essais nucléaires? L'Union soviétique était le suspect tout désigné. Mais ça n'avait aucun sens. Pourquoi aurait-il fait des essais nucléaires au beau milieu de l'océan? Depuis 1963, il existe une ligne de communication directe entre la Maison-Blanche et le Kremlin pour éviter toute crise nucléaire. Les Russes nient leur implication dans cet incident, mais ils ont déjà mené plusieurs programmes nucléaires secrets par le passé. Et le transport de missiles soviétiques vers Cuba a failli provoquer une guerre nucléaire. Le gouvernement américain envoie dans l'océan Atlantique Sud des avions et des navires pour déterminer si un test a effectivement été mené. Ils n'ont pas trouvé la moindre preuve d'une explosion nucléaire. Il n'y avait aucune substance radioactive, aucune présence de débris caractéristiques. Le mystère de l'éclair lumineux restait entier. Le président Jimmy Carter convoque d'urgence un panel de scientifiques pour enquêter sur la cause de ce double flash. Les chercheurs ont émis plusieurs hypothèses. Ils ont envisagé une anomalie du signal, un dysfonctionnement d'un détecteur et la collision d'un micrométéorite avec le satellite. Au terme d'une enquête de 8 mois, le panel aboutit à une conclusion surprenante. L'origine de cet incident serait extraterrestre. D'après eux, un petit météorite aurait percuté le satellite. C'est ce qui aurait provoqué l'anomalie. La collision aurait pu déplacer des particules de poussière et entraîner des flashs lumineux. La probabilité que ça arrive est de 1 sur 100 milliards. Que s'est-il vraiment passé? Certains experts maintiennent que le satellite Vela a bel et bien détecté une explosion nucléaire. Fermer les yeux sur une violation du traité permettrait d'éviter une nouvelle confrontation entre les superpuissances. Mais qui aurait bien pu vouloir effectuer un essai nucléaire? 2 pays étaient pointés du doigt, en plus de l'Union soviétique, Israël et l'Afrique du Sud. À l'époque, l'Afrique du Sud et Israël avaient chacun un programme de recherche nucléaire. Et les 2 pays sont confrontés au même problème, ou procéder secrètement à leurs essais nucléaires. Israël et l'Afrique du Sud étaient des puissances nucléaires non officielles. Ils n'avaient nulle part où tester leurs armes. Ils n'avaient pas d'air d'essai. L'océan, c'était la solution idéale. Tout ça reste de la spéculation. Les Sud-Africains et les Israéliens ont nié toute implication. À l'heure actuelle, aucun gouvernement n'a admis sa responsabilité dans l'incident Vela. Plusieurs éléments de l'enquête menée sous l'administration Carter sont toujours classés secrets, et aujourd'hui encore, le phénomène reste inexpliqué. Le monde entier se prépare pour un événement astronomique sans précédent. Ça devait être la comète du siècle, et on serait aux premières loges. Mais une image prise par le télescope spatial Hubble sème le doute.
l'objet volant ne serait pas celui que tout le monde attend. En y regardant de plus près, il y avait une forme très différente. Un centre, deux ailes. On aurait dit un vaisseau spatial. Nos ancêtres ont longtemps considéré les comètes comme un mauvais présage. Mais le progrès scientifique nous a permis de mieux les comprendre, et la peur a laissé place à la curiosité. En 2013, tous les regards se tournent vers le ciel pour l'arrivée de la comète Ison, sans la moindre crainte. Du moins, au début. Ison était censée être une des comètes les plus brillantes qu'on ait jamais vues. Personne ne voulait rater ça. Tout le monde avait hâte de voir à quoi elle ressemblait et ce qu'elle pourrait apporter à la science. Depuis sa découverte en septembre 2012, la NASA suit à la trace cet amas de glace et de poussière né dans le nuage d'Oort, aux confins du système solaire. Le nuage d'Oort est un ensemble de comètes qui, comme la Terre, orbitent autour du Soleil, mais à une distance 10 000 fois plus grande. Sur les millions de comètes en orbite, une force inconnue pousse Ison à se mettre en route vers le Soleil. Et la planète Terre est sur sa trajectoire. C'est rare qu'une comète passe aussi près du Soleil. On était curieux de voir ça. La NASA déploie des efforts considérables pour immortaliser le passage d'Ison. Pour l'occasion, elle construit même un ballon stratosphérique doté d'un télescope. Mais c'est une image prise par Hubble qui fera l'effet d'une bombe sur Terre. La forme de la comète ne collait pas. On aurait dit un triangle. C'était très artificiel. Pour un public non averti, j'imagine que cet objet lumineux en forme de V devait sembler tout droit sorti d'un film de science-fiction. Je peux comprendre qu'en voyant ces images, les gens ont cru à un vaisseau extraterrestre. On aurait dit l'OVNI de rencontre du troisième type. En y réfléchissant bien, quoi de mieux qu'un vaisseau en forme de comète pour longer la Terre incognito? Le suspense est à son comble. Ison poursuit sa route, mais après avoir fait couler autant d'encre, la soi-disant comète du siècle passe derrière le Soleil et disparaît. Soudain, plus rien. Comme si elle s'était volatilisée. La NASA mobilise ses télescopes terrestres et spatiaux pour comprendre ce qui s'est passé et retrouver sa trace. On croyait l'avoir perdue. Et tout à coup, boum, la voilà. L'agglomérat de glace et de poussière semble avoir souffert de sa rencontre avec le Soleil. Ison est passée tellement près du Soleil qu'elle s'est désintégrée sous l'effet de la chaleur extrême, ne laissant qu'une traînée de poussière et de gaz. Sa disparition prématurée laisse les scientifiques sur leur faim. Marc D'Antonio s'est penché sur les clichés pris par Hubble. Cette image est trompeuse. Parce que le télescope spatial Hubble prend plusieurs photos au cours de son orbite autour de la Terre. Quand il a eu la comète dans sa ligne de mire, il l'a prise en photo pendant 8 longues minutes. C'est l'un de ses traits lumineux. L'étrange forme triangulaire qui avait donné à une simple comète des airs de vaisseau spatial n'est rien de plus que la combinaison de 3 traits lumineux. D'après D'Antonio, ce phénomène peut s'expliquer grâce à la retouche d'image. Dans ce cas précis, 3 images distinctes ont été combinées. 3 clichés de la comète Ison, pris à 3 moments différents, à 13 minutes d'intervalle, chacun formant un trait lumineux. Pris individuellement, ils n'ont rien d'exceptionnel, mais le montage des 3 est aux frontières du réel. À suivre, une roche extraterrestre renfermant un secret mortel s'écrase sur Terre. On pourrait voir ça comme une invasion. Lorsqu'une roche venue de l'espace s'écrase sur Terre, les chercheurs envisagent tous les cas de figure. On pourrait voir ça comme une invasion. Les bactéries capables de survivre dans l'espace, ce n'est pas si inconcevable que ça. Les voyageurs interstellaires qui ont apporté la vie sur Terre pourraient-ils aussi y semer la mort? Certains pensent que les maladies que nous combattons au quotidien viennent d'ailleurs. Depuis des décennies,
les scientifiques tentent de retracer l'origine de la vie sur Terre. Beaucoup pensent que la vie se comporte comme un virus, transporté de planète en planète par les météorites et les comètes. En 1969, un météorite pénètre dans l'atmosphère au-dessus de l'Australie méridionale. Cela force la NASA à entrer dans le vif du sujet. Lorsque le professeur Richard Hoover en examine un échantillon, il voit la mort en face. J'ai cassé la roche à l'aide d'outils stériles. J'ai placé un échantillon sous le microscope électronique à balayage. Tout à coup, j'ai repéré un filament incrusté dans la matrice de la roche. On voyait l'empreinte de l'endroit où des cellules avaient été jointes. Ça m'a permis de faire une identification très précise. À l'intérieur d'un météorite qui aurait dû être stérile, Richard Hoover reconnaît les filaments fossilisés d'une bactérie. Même si cela ne fait pas l'unanimité dans la communauté scientifique, il conclut que les organismes potentiellement mortels qu'on trouve aujourd'hui sur Terre pourraient descendre de ces tueurs extraterrestres. Des bactéries capables de survivre dans l'espace, ce n'est pas si inconcevable que ça. Prenez Deinococcus radiodurans par exemple. Elle ne possède pas une, mais 4 copies de son génome. C'est l'idéal si on veut voyager dans l'espace. Même si les rayons cosmiques endommageaient une des copies, les 3 autres resteraient intactes et lui permettraient de se réparer. On est en droit de se demander pourquoi une caractéristique aussi étrange existerait sur Terre. L'impact potentiel de ces minuscules organismes extraterrestres est préoccupant. Certains théoriciens pensent que notre planète est bombardée en permanence de microbes qui provoquent les maladies que nous combattons au quotidien. Plus effrayant encore, et si cette pluie d'agents pathogènes venus de l'espace n'était pas le fruit du hasard? Si des extraterrestres fabriquent sciemment des bactéries dans le but de nous infecter, ça implique qu'ils en connaissent un rayon sur la biologie terrestre. Sinon, comment feraient-ils? De tout temps, les maladies ont décimé des populations entières. Il est impossible d'écarter l'hypothèse que certaines aient pu être d'origine extraterrestre. Ça fait 4 milliards d'années que des météorites s'écrasent sur Terre. Et il arrive que le système immunitaire se montre particulièrement accueillant. L'astrobiologiste Richard Hoover avance que loin d'être dangereuses, les bactéries trouvées dans ce météorite ont peut-être permis l'émergence de la vie sur Terre. Il y a 2,7 milliards d'années, les cyanobactéries ont commencé à se multiplier en très grand nombre. Elles ont changé l'atmosphère terrestre, qui est passée de réductrice à oxydante, car elles possèdent un système photosynthétique. Sans elles, notre planète n'aurait jamais subi le changement fondamental qui a permis l'apparition de toutes les formes de vie. Lorsque les astronomes découvrent un astéroïde qui menace la Terre, S'il percutait la Terre, ce serait grave. Rappelez-vous les dinosaures. ils ne s'attendent certainement pas à ce qu'il vole en éclats. Se pourrait-il qu'une force extérieure ait provoqué sa destruction? Qu'est-ce qui l'a poussé à se désintégrer? Mystère. La NASA ne se contente pas d'explorer l'espace. Sa mission consiste également à détecter les éventuelles menaces extraterrestres. Le projet Catalina Sky Survey, basé dans l'Arizona, a déjà repéré plus de 5000 objets géocroiseurs en traquant les astéroïdes susceptibles de frapper la Terre. Il y a des millions d'astéroïdes. On traque environ 10% des plus gros, ceux capables de faire de gros dégâts. Le 15 septembre 2013, l'équipe détecte un objet potentiellement menaçant qui voyage entre Mars et Jupiter. Elle le baptise R3. À première vue, il ressemble à un hybride de comète et d'astéroïde. Cette étrange découverte pousse les astronomes de l'observatoire du Mauna Kea, sur l'île d'Hawaï, à le surveiller. Un astéroïde de cette taille, s'il est composé de roches très dures, serait capable de rayer de la carte un continent tout entier. En y regardant de plus près, ils s'aperçoivent que l'astéroïde est entouré d'un nuage de débris aussi large que la Terre. Les images capturées par le télescope optique le plus puissant du monde surprennent la communauté scientifique. Il s'était scindé en trois, sans raison apparente. On n'avait jamais vu ça.
On traque des centaines de milliers de corps célestes, mais il est rare qu'on assiste à un phénomène pareil. Face au comportement étrange de l'astéroïde R3, la NASA décide de poursuivre l'enquête à l'aide du télescope spatial Hubble. Les images haute résolution suggèrent qu'une mystérieuse source d'énergie le détruit au fur et à mesure qu'il évolue dans le cosmos. Il n'était plus en 3, mais en 10 morceaux. Qu'est-ce qui le poussait à se désintégrer? Mystère. C'est la première fois que les astrophysiciens observent un phénomène naturel produisant un tel effet. Alors que l'astéroïde continue de se décomposer, les experts cherchent désespérément une explication. Il avait peut-être percuté un autre astéroïde qui l'aurait fait voler en éclats. Il y a des millions d'astéroïdes en orbite autour du Soleil. À ce stade, les collisions sont inévitables. Quand deux astéroïdes se percutent, des fragments de roches sont propulsés dans le cosmos à plus de 48 000 km/h. Mais aucun des débris de R3 ne voyage à cette vitesse. Il se déplaçait très lentement. Ce n'est donc pas l'impact avec un autre corps céleste qui a entraîné sa désintégration. Il n'y avait pas eu de collision, c'était autre chose. Donc, c'est qu'il y avait une autre force en jeu. Quelle que soit la nature de cette force, elle est assez puissante pour disloquer un astéroïde de 200 000 tonnes en fragments de 200 mètres de diamètre. La singularité du phénomène fait dire à certains qu'il n'est peut-être pas d'origine naturelle. La première chose à laquelle je pense quand un corps céleste vole en éclats, c'est au jeu d'arcade Astéroïde. Dans ce jeu vidéo des années 80, un vaisseau spatial fait exploser des astéroïdes grâce à un rayon laser. Défendre la Terre contre des astéroïdes potentiellement destructeurs avec des rayons laser, on dirait de la science-fiction. Pourtant, cela fait 20 ans que la NASA travaille à mettre ce concept en pratique. Dans les années 90, la NASA a étudié la possibilité de recourir à des lasers pour éliminer les débris spatiaux. On les surnommait les balais laser. Officiellement, le projet de la NASA n'aurait jamais abouti. Si un tel dispositif semble trop évolué pour nos moyens technologiques actuels, il serait relativement simple à fabriquer pour des voyageurs de l'espace plus évolués. Se pourrait-il qu'une force extérieure ait provoqué sa destruction? Jusqu'à présent, la meilleure explication fournie par les chercheurs de la NASA serait un phénomène physique encore mal compris. L'effet YOP. Après avoir absorbé la lumière du Soleil, certaines régions de l'astéroïde émettent une quantité de rayonnement plus importante que d'autres. Ça provoque un déséquilibre qui modifie sa vitesse de rotation. Plus il tourne vite, plus il se désagrège. Finalement, les fragments de l'astéroïde R3 se sont dispersés dans l'espace. Mais nous n'aurons peut-être pas autant de chance la prochaine fois. Plus il y aura de débris, plus notre planète risquera d'être touchée. Des centaines, voire des milliers de météorites risquent de s'écraser sur Terre, et les conséquences peuvent être dramatiques. À suivre. Alors qu'un astronaute de la mission Apollo 15 photographie la face cachée de la Lune, il découvre quelque chose tapi dans l'ombre. Je savais ce que j'allais voir, mais je n'y étais pas préparé. C'était tout simplement fabuleux. Combien de découvertes la NASA nous a-t-elle cachées? Lorsque les astronautes d'Apollo 15 photographient en détail la surface de la Lune, les images révèlent une ombre de forme allongée. Ça ne ressemblait pas à une formation naturelle. Quand on voit la photo, on ne peut pas s'empêcher de se demander ce que c'est. Pendant plus de 30 ans, la NASA ne divulgue aucune information sur le sujet. Mais de nouvelles images suggèrent que le chapitre est loin d'être clos. Combien de découvertes la NASA nous a-t-elle cachées? 26 juillet 1971. La fusée Saturn V propulse le vaisseau Apollo 15 en haute atmosphère pour la première étape de son voyage vers la Lune. Le pilote du module de commande, Hal Worden, a du mal à réaliser ce qu'il vit. On avançait à reculons pendant la phase d'approche. Tout à coup, le vaisseau a fait demi-tour et la Lune était là devant nous. What a fantastic sight. Oh, this is really profound. I'll tell you, this is absolutely mind-boggling. Je savais ce que j'allais voir, mais je n'y étais pas préparé. C'était tout simplement fabuleux. Tandis que les astronautes David Scott et James Irwin explorent la surface lunaire, Hal Worden reste seul en orbite pendant 3 jours.
J'ai dû dormir 4 heures par nuit pendant leur absence. Pas parce que j'étais inquiet ou nerveux, mais parce que j'avais beaucoup de choses à faire. Worden doit notamment photographier et cartographier les régions inexplorées de la Lune. J'ai photographié 25% de la surface lunaire avec un appareil photo haute résolution et une chambre de prise de vue aérienne. Ce que j'aimais par-dessus tout, c'était prendre des photos de la Lune quand le soleil se couchait derrière moi et que les ombres s'allongeaient de plus en plus. Ça créait des formes étranges à la surface. Pendant 3 jours, Hal Worden est complètement isolé et prend des centaines de clichés. Le laboratoire photographique du centre spatial Johnson mettra plus de 3 mois à toutes les développer. Puis un jour, la NASA crée la surprise en rendant publique une image du cratère Delport. Un objet mystérieux semble tapis dans l'ombre du cratère. Cette chose semblait ne rien avoir à faire là. Ça détonnait. On aurait dit un gros cigare. Ça ressemblait à un vaisseau spatial en forme de cigare. Drôle de coïncidence, quand on sait que des objets volants en forme de cigare, c'est ce que des témoins disent avoir vu dans l'atmosphère terrestre, survolant aussi bien des zones peuplées que des déserts depuis plusieurs centaines d'années. Un examen plus poussé révèle la taille considérable de l'objet en question. Il mesurait près de 5 km. Nous n'avons jamais rien envoyé d'aussi grand sur la Lune. L'objet non identifié alimente les spéculations. Pourtant, les experts soutiennent qu'il s'agit d'une crête paraissant plus grande qu'elle ne l'est vraiment. Ce n'est rien de plus qu'un relief lunaire, une colline qui projette une ombre. Pendant plus de 30 ans, la photo prise par Hal Worden est l'unique preuve qu'il se cache peut-être quelque chose dans le cratère Delport. Des années plus tard, une vidéo se met à circuler sur Internet. Elle montrerait des images en très gros plan de l'anomalie repérée lors de la mission Apollo 15. Celui qui a mis la vidéo en ligne se fait appeler commandant William Rutledge et serait un ancien ingénieur de la NASA âgé de 76 ans. William Rutledge soutient avoir participé à une mission Apollo qui se serait déroulée en 1976, dans le plus grand secret. La version officielle, c'est qu'on a arrêté d'aller sur la Lune. Mais les missions Apollo 19 et 20 étaient déjà programmées et financées, et l'équipage était déjà constitué. La NASA dément formellement que les missions Apollo 19 et 20 aient eu lieu. Pourtant, plusieurs théories existaient déjà bien avant l'apparition de cette vidéo. D'après certains, après avoir découvert des objets étranges sur la Lune, nous serions retournés là-bas pour y effectuer ces 2 missions. C'est là que nous aurions trouvé le fameux vaisseau spatial. Le public n'en a jamais rien su car Apollo 19 et 20 étaient censés avoir été annulés. L'authenticité de la vidéo est rapidement mise en doute. Les images ne permettent pas d'étayer la théorie du complot à propos d'Apollo 19 et 20. Pour ceux qui sont effectivement allés sur la Lune, l'idée qu'il ait pu y avoir des missions secrètes est difficile à accepter. Est-ce que la NASA y est retournée après Apollo 17? Non, pas du tout. Je ne connais pas Rutledge, mais il n'y a pas eu d'Apollo 20. Personne n'est retourné là-haut. Nous avons toujours été francs. Nous n'avons rien caché. Un puissant séisme provoque un tsunami qui ravage les côtes japonaises. C'était l'équivalent du 11 septembre en sismologie. La centrale nucléaire de Fukushima menace d'exploser à tout moment. Ces images ont choqué le monde entier. La NASA ouvre une enquête et détecte la présence d'anneaux de chaleur au-dessus de l'épicentre. À 130 km au large d'Honshu, la plus grande île du Japon, un séisme de magnitude 9 déplace des milliards de mètres cubes d'eau. Un énorme tsunami se dirige vers la côte nord-est du pays. Quand j'ai vu la première photo de la vague, je me suis dit que personne n'en échapperait. Elle se déplaçait à plus de 600 km/h. C'est autant qu'un avion. Les Japonais l'appellent le séisme de Tohoku. C'est l'un des plus puissants jamais enregistrés. Pour le géophysicien Dimitar Uzunov, ce séisme marque un tournant. Je n'oublierai jamais le 11 mars 2011. Ma journée a commencé tout à fait normalement. Mais quand j'ai appris ce qui venait d'arriver au Japon, ma vie a basculé. Nous n'avions pas réussi à anticiper l'un des plus gros séismes de l'histoire.
Le spécialiste examine les images satellites des jours précédents à la recherche de signes précurseurs. Il découvre que, 3 jours plus tôt, le ciel était anormalement chaud au-dessus de l'épicentre. Au bout de 24 heures, nous avons conclu qu'il y avait bien eu une anomalie thermique 3 jours avant le séisme. Et nous avons publié un article à ce propos. L'article en question fait le tour de la toile, mais pas parce qu'il laisse entrevoir un moyen de prédire les séismes. Pour les théoriciens du complot, Dimitar Ouzunov aurait trouvé la preuve de l'existence d'un programme scientifique et militaire américain baptisé HARP. Derrière cet acronyme se cache un réseau d'antennes en Alaska, où on étudie dans le plus grand secret les propriétés de l'ionosphère. Les installations du HARP bombardent l'atmosphère d'ondes radio. Pourquoi? Nous l'ignorons. Mais ça modifierait le climat et pourrait à l'avenir être utilisé comme arme de guerre. On assiste à une vraie guerre de science-fiction. Dimitar Ouzunov avance une autre théorie. L'étude qu'il a menée sur 200 catastrophes sismiques semble indiquer qu'avant un séisme majeur, du gaz s'échappant de petites failles dans la croûte terrestre pourrait enflammer le ciel. Avant un tremblement de terre, on constate une forte augmentation de la libération de gaz. Ces gaz changent immédiatement la composition chimique de l'atmosphère. Suite à leur libération dans l'atmosphère, ils se propagent à grande vitesse et s'enflamment. Si Dimitar Ouzunov a raison, il vient peut-être de découvrir une technique révolutionnaire de prévision des séismes. Mais une chose est sûre, quelle que soit la nature des forces en jeu, elles sont absolument colossales. Les découvertes de la NASA ne cessent de remettre en question nos théories sur le fonctionnement de l'univers. Après plusieurs décennies d'exploration, de nombreux phénomènes restent toujours inexpliqués. Mais alors que l'avenir de l'agence spatiale américaine est incertain, elle continue d'incarner notre meilleur espoir de détecter les menaces venues d'ailleurs. Espérons simplement que nous serons prêts.